oui, je suis Jonathan Rio, je suis un jeune réalisateur, si on peut dire. J'ai 29 ans, je vais avoir bientôt 30. Et que dire pour me présenter Votre formation Ouais, ma vos débuts. formation initiale, elle est issue d'un BTS audiovisuel que j'ai fait à Saint-Quentin, dans l'Aisne, l'option montage. Donc ça c'est ma formation initiale, c'est devenu aussi mon métier, mon boulot, d'être monteur. Après, quand je suis tombé dans la réalisation, ça a toujours été une envie, tout petit déjà, voilà, j'ai toujours voulu faire des films, donc de la fiction, du long métrage. Donc c'est une formation autodidacte, un peu si on veut, où je suis, après les études au BTS, on a fondé une association qui s'appelait Revo Asso, avec pas mal d'amis, on a fait plusieurs courts-métrages, donc autoproduits dans un premier temps. On a réussi après à en produire un avec le Craft, qui était la petite fille qui mordait ses poupées. Donc voilà, c'était notre premier essai vraiment professionnel ensemble. Et voilà, on a fait 5-6 courts-métrages avec cette association-là, et au fur et à mesure, je me suis professionnalisé, notamment avec Body Language, qui est mon premier court-métrage produit, avec une maison de production, WAC Media, voilà, avec lequel on a fait Body Language. On va en reparler tout à l'heure. Vos premières collaborations, vos premières envies, c'est passé comment? D'abord, vos premières envies de faire du cinéma. C'est toujours une question que je me pose, des fois, d'où ça vient, vraiment, l'envie de faire des films. Je pense que c'est voilà, le plaisir, l'envie de raconter des histoires, donner du plaisir aux gens, les faire réfléchir, les faire imaginer, les faire rêver. Donc ça part de là un petit peu. Après, les collaborations, quand on est réalisateur, les collaborations sont toujours importantes. De travailler avec des gens intéressants, que ce soit des amis ou pas forcément, c'est pas une obligation d'ailleurs. Donc les premières collaborations, ça a été notamment avec Revo Asso, d'avoir rencontré des amis étudiants de plusieurs domaines, soit la production, l'image, le son. Ça a été un petit peu les premières collaborations, et après on a évolué ensemble vers une professionnalisation. Puis il y a eu le Crave aussi. Il y a eu le Crave, donc ça j'ai travaillé au parc matériel. En fait je suis pas du tout de la région à la base, je suis de Normandie. Et j'ai adopté l'île depuis 8 ans maintenant, et donc au début je ne connaissais personne, je ne connaissais pas du tout la région d'un point de vue culturel, ni encore moins au niveau de ce qui se faisait autour de l'audiovisuel et du cinéma. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le parc de matériel et y travailler 3 ans à mi-temps. Ce qui m'a permis du coup de connaître vraiment tous les acteurs régionaux, que ce soit au niveau du théâtre, du cinéma, de l'audiovisuel, mais au fur et à mesure savoir un petit peu qui était qui faisait quoi. Et ça a été assez riche de découvrir un petit peu ce qui se faisait en région. Justement, quand vous êtes arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais, vous n'avez pas été un peu surpris de voir voilà, qu'il y avait le Crave, il y avait aussi ce domaine audiovisuel dans la région, parce que voilà, le Nord-Pas-de-Calais est un peu considéré comme un peu une terre pauvre entre guillemets, mais voilà qu'il y a quand même une terre de cinéma, le Nord-Pas-de-Calais. Ça vous a surpris ça? Je dirais pas que ça m'a surpris parce que je l'ai vraiment découvert au fur et à mesure. Par contre je savais un petit peu qu'il y avait quand même un fort penchant culturel dans la région, en tout cas sur l'île, puisque je suis arrivé en 2005, donc juste après 2004, capitale européenne de la culture. Donc ça je savais un peu effectivement qu'il y avait un fort penchant, en tout cas sur les domaines culturels. Après, l'audiovisuel et le cinéma, je l'ai découvert au fur et à mesure. Moi, ce qui me surprend, c'est que c'est plus maintenant, ce qui se passe maintenant que je vis plus le cœur du cinéma et de l'audiovisuel en région, c'est qu'il y a surtout une nouvelle génération de réalisateurs, de techniciens, de comédiens, de production, enfin tout plein de cœurs de métiers qui se fédèrent autour de la création, fiction, documentaire. Ça, par contre, ça me surprend et en bien, quoi. Et donc vous avez fait plusieurs projets intéressants.
Si vous pouvez nous en parler, 48 heures pour faire un film, ou encore Welcome to the Moon. Alors 48 heures pour faire un film, c'est quoi? Les 48 heures, ça c'est assez intéressant. C'est organisé par l'association l'Orange Verte. Je crois que ça fait maintenant la 5e édition. Nous on avait participé à la 3e et 4e édition justement avec notre association Revo. Et donc le principe il est simple, c'est on réunit une équipe, on s'inscrit et on a le vendredi soir un thème. Alors, ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Et à partir de ça, on a 48 heures pour créer un film. Donc de 3 ou 4 minutes, je ne sais plus. Et donc voilà, alors pour le coup, c'est très concentré, quoi. C'est scénario, tournage, montage, mixage son, en 48 heures. Et c'est diffusé le dimanche soir, donc c'était à l'hybride. Maintenant, je crois que c'est au Palais des Beaux-Arts maintenant. Et non, ça c'est cool, ça. C'est intéressant, quoi. On a peut-être les gros yeux le dimanche soir, mais finalement on est fiers d'avoir fait un film en 48 heures finalement. Ah oui, oui, complètement. Puis ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les courts-métrages des autres, autour finalement du même thème. Ce qui est intéressant, c'est voilà comment les autres équipes traitent ce thème. Ça c'est pas mal. Et souvent c'est bon enfant en fait. Donc c'est assez drôle comme soirée. Et il y a aussi Welcome to the Moon. Ça, c'est un festival de films à contrainte, réalisé par Dick Laurent. L'association Dick Laurent, ouais. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est autre chose aussi. Donc, on est moins sur la contrainte temps, mais on est basé sur 3 contraintes. Alors, ça change chaque année. J'y ai participé sur la session Welcome to the Moon. J'avais réalisé Medler, qui était basé sur à partir d'une nouvelle de Philippe Cadic. Et à l'époque, les 3 contraintes, c'était insérer une ligne blanche, un claquement sonore, et la dernière, c'était... Enfin, voilà. Un angle de prise de vue improbable. Donc ça, c'était une très belle contrainte. Et c'était quoi justement votre angle de prise de vue Alors, l'angle de prise de vue improbable, il était basé un peu déjà sur une technique un peu improbable, où on avait pris une Luma, donc une petite grue que Jérémy Lepelet, chef opérateur avec qui je travaille depuis toujours, avait construit une grue un peu artisanale et on l'avait montée sur un caddie un peu artisanal qu'on avait trouvé. En fait, c'était un plan, ce qu'on appelle un top shot, un plan voilà, en pleine plongée, donc vraiment au-dessus des gens. Et en fait, ce plan, à partir du top shot, on avait en même temps un travelling et un panoramique circulaire un petit peu au-dessus des gens. Et on l'a rendu encore plus improbable. À partir de ce plan-là, on avait réussi aussi à moduler un petit peu l'axe de manière numérique aussi. Et pour la petite histoire, la ligne blanche aussi est insérée dans ce même plan. Donc vous avez reçu un prix avec ce court-métrage ou c'était plutôt pour le plaisir ou... C'était pour le plaisir. Je sais que depuis l'année dernière, Dick Laurent a organisé leur Welcome To de manière compétitive. Qui est aussi voilà, un défi supplémentaire, toujours intéressant aussi pour les réalisateurs de se confronter et aussi de se faire remarquer à partir de ça. Mais même pour les étudiants aussi, parce que l'année dernière j'ai pu couvrir le festival Welcome To et c'est vrai qu'il y avait des étudiants, des professionnels, des amateurs, donc il y avait toutes sortes de personnes qui étaient donc au cœur de ce festival. Et il y a aussi le festival Welcome to the Passenger cette année. Donc voilà. Et donc j'ai vu un petit peu vos courts-métrages et tout, comment dire ça, très bien en tout cas. Il y a un court-métrage en tout cas qui m'a plu pour mon amour du cinéma et je suppose que vous aussi, c'est Silhouette. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre amour du cinéma et justement la reconnaissance du métier? C'est ça que j'essaie aussi de faire dans ce quartier, c'est montrer les métiers qui sont derrière la caméra. Il y en a beaucoup. Et il y en a pas mal. Et Silhouette, justement, c'était parti d'une volonté à l'époque avec Revo Asso, où on voulait faire des films minutes, des films très courts. Donc pour le coup, Silhouette dure un petit peu plus, il dure 2 minutes, mais ça reste un très très court métrage. Et Silhouette, il raconte l'histoire justement d'un réalisateur qui invite une journaliste sur son tournage. Et en fait, le tournage se déroule sous leurs yeux.
En fait, l'action qui est à ce moment-là justement une poursuite d'un voleur et de deux gendarmes des années 60. Justement, le film se déroule sous leurs yeux. Et du coup, ce qui permet au réalisateur de montrer autant l'action, son métier, et aussi ses façons de faire. Et voilà, c'est un petit peu sur le biais de l'humour aussi, voilà, où tout se passe en même temps. Le film et le tournage. C'est vrai que du réalisateur au figurant, tout le monde en prend un petit pas pour son grade, mais tout le monde est montré, quoi. Quasiment tout le monde. Quasiment, on ne peut pas montrer tout le monde voilà, en 2 minutes, mais on voit quand même qu'il y a des métiers du cinéma sont montrés, quelques-uns des métiers du cinéma sont montrés. Ça, je trouve vraiment intéressant et je voulais vous faire partager. Il y a aussi, on en parlait, la petite fille qui mordait ses poupées, et il y a aussi Inversion. Alors ça, c'est aussi un court-métrage assez apocalyptique, j'ai presque envie de dire. Inversion, c'était particulier. Déjà, c'est un film que j'ai fait vraiment tout seul. De plus en plus, à côté de mes projets plus importants qui réunissent une équipe et plus de moyens, j'avais aussi l'envie de faire plus de films moi-même. Voilà, pour tourner toujours un petit peu plus, créer des images, réfléchir son propre cinéma. Et là, c'était basé sur c'était Arte qui avait lancé un concours le jour le plus court. Et c'était autour un petit peu du fameux 21 décembre 2012, date d'une éventuelle fin du monde qu'on n'a jamais vue. Et du coup, mon idée là-dessus était effectivement, c'était basé sur l'inversion des pôles, qui était une des théories à l'époque de la fin du monde. Et les pôles s'inversant, j'avais imaginé la gravité en fait s'inversant. C'est-à-dire au lieu que les gens soient attirés vers la Terre, en fait on était extraits. Et donc voilà, donc c'était l'idée de faire voler en fait les gens comme ça à travers la ville. Il y avait aussi la ville qui était assez présente. Et voilà, Très, très beau film d'animation en tout cas, où il y a une part, on en parlera tout à l'heure, de la musique et aussi de l'infographie. Et puis tout ça nous amène à Body Language qu'on a vu récemment. Alors un film qui a reçu le prix, dites-moi si je me trompe, Puebla 2012 et le jury, prix du jury à Fécamp. Prix du jury officiel de Fécamp, Festival Eurydice. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler, nous raconter, faire le speech de Body Language, en quelques mots? Ah, les pitchs. Je ne suis pas très fort généralement à raconter les pitchs, mais ça peut. Voilà, souvent ce que je me suis amusé à raconter, c'est de cette manière-là. En fait, c'est l'histoire de Maxine, qui est une jeune fille qui rencontre dans un ascenseur, voilà, un peu par hasard, et rencontre Sacha, un jeune homme aussi, et il tombe amoureux, voilà, c'est le coup de foudre. En fait, ils essayent de se rencontrer, ça marche pas tout de suite, et en fait, ils font chacun un peu leur bonhomme de chemin, et ils se retrouvent un petit peu plus tard, où là, effectivement, ils savent tous les deux qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Donc ça, c'est la trame de base que je m'étais amusé à raconter un peu à tout le monde. Et en fait, c'est pas si simple que ça, dans la mesure où en fait, la caméra laisse voir derrière eux, en fait, leur double. Alors après, il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire autour de ces doubles, mais voilà, Maxine a derrière elle toujours un Indien, donc un Indien en costume très classe et très froid aussi en même temps. Et Sacha, donc le garçon, a derrière lui toujours une ballerine, belle ballerine par contre, voilà, en blanc, très gracieuse, très pure. Et voilà, en fait, c'est la confrontation en fait de ce petit monde en fait. Autant de Maxine et Sacha qui ont voilà, des actions l'un avec l'autre. Et la caméra voilà, permet aussi de voir plus en profondeur finalement les réactions de l'Indien face à cette ballerine. Et voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le film est sans dialogue. Donc il y a un gros aspect au niveau narration musicale en fait. Tout passe aussi par l'image et par la musique et le son en fait. Excusez-moi. Alors justement, vous en parlez, il n'y a pas de parole. Et donc ce film, c'est le langage du corps, donc, comme le dit le titre.
Et donc comment vous avez réussi à filmer ça? Comment vous avez eu l'idée justement de faire un film sur ça? Surtout qu'il y avait aussi la thématique du festival indépendant sur la danse et le corps justement. Donc, Ça c'est un petit peu un hasard, effectivement j'avais vu au FIFI, là, au Festival international du film indépendant à Lille, qui avait effectivement une programmation de danse, mais pour le coup c'est vraiment un hasard. Effectivement Body Language, sans dialogue, c'était effectivement un défi de raconter effectivement quelque chose juste par l'image, par la musique et par le son, et surtout par les comédiens. N'ayant pas de dialogue dans le scénario, le gros défi était justement sur la direction d'acteur en fait. À l'époque, Body Language est parti d'une rencontre que j'avais faite avec la scénariste Sophie Herbert, où à l'époque, on a retravaillé un scénario qu'elle avait de son côté, et justement le défi était justement de s'orienter sur cette direction d'acteur en fait. Donc justement, comment faire bouger les corps ensemble, comment les confronter aussi au mouvement de la caméra et créer finalement une chorégraphie qui prenne sens dans les scènes en fait. Oui, donc. Et aussi, au final, c'est quand même dur de faire un film sans dialogue. On pense que voilà, les dialogues, on peut, comment dire ça, on peut passer outre, mais finalement, hein, quand même, c'est difficile de mettre avec que des actions, il faut tenir quand même, c'est le rythme aussi. Il y avait une question de rythme qui passait justement aussi par la musique, qui est très évolutive. La musique a cette particularité-là aussi, un petit peu comme dans Pierre et le Loup, où chaque instrument ou famille d'instruments est lié à un personnage. Donc ça permettait justement aussi de créer des dialogues, finalement, qui ne sont pas vocaux, mais qui sont musicaux. Et voilà, de confronter aussi, au lieu de confronter un personnage qui parle avec un autre, là c'était une famille d'instruments, justement on a des percussions indiennes pour l'indien, on a voilà, un piano très classique, de belle envolée sur la ballerine, et c'était l'idée de les confronter ensemble, et aussi peut-être plus tard de les synchroniser un petit peu ensemble. Donc voilà, c'était aussi c'était ça, rendre un dialogue possible par l'image, les confrontations d'image et la musique. Oui, il y a aussi une très belle scène, j'y pense maintenant, entre le geste et la musique, où avec les mains, elle bouge ses mains, et c'est avec la musique que ça bouge, quoi. Donc on sent vraiment, et on est emporté justement par ce court-métrage. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est quand même, il y a une mise en scène un peu légère, comme la caméra. Finalement, la caméra qui vole, vous avez utilisé, je crois, une grue, il me semble, pour qu'il y a des très beaux plans où c'est vraiment aérien, pratiquement. Bah ça, c'est un petit peu, si on veut dire, ouais, ma façon de faire le cinéma, où oui, la caméra virevolte tout le temps, en fait. Et d'autant plus sur Body Language, qui avait voilà, cet aspect de narration sur le mouvement. Il y avait, voilà, c'est Body Language, donc il y avait effectivement les corps dansant, mais aussi le corps de la caméra qui participait finalement à cette narration. La grue, on l'a pas forcément utilisée sur beaucoup de plans, elle a été surtout utilisée pour la scène de l'ascenseur. Mais on a beaucoup utilisé des éléments de machinerie et du steadicam pour voilà, faire partie de la scène en fait. Surtout le début, le générique est juste superbe, quoi. La steadicam, on suit cette petite fourmi, cet insecte pardon, qui vole et pour arriver au personnage. Donc finalement, vous nous embarquez aussi sur une histoire un peu... on pense suivre cet insecte et finalement on arrive sur complètement autre chose. Vous jouez avec le spectateur. Oui, surtout que c'était un peu l'introduction du film. L'insecte, pour l'anecdote, est un moustique. Effectivement, on arrive sur cette scène où c'est un peu flouté, où on ne sait pas exactement où on est. Et on est emmené par ce moustique vers effectivement le personnage principal, qui est Maxine. Et la volonté, c'est exactement celle-là, c'est d'emmener dès le début le spectateur vers la comédienne,
décrire le personnage, et tout ça déjà dans un esprit finalement d'humour, de légèreté, qui est finalement le cœur après du film. Et il y a aussi le souci du détail et de la lumière. Ça, on voit très bien aussi dans votre court-métrage qu'il y a la lumière est très maîtrisée. Oui, alors ça je rends grâce à mon ami et collègue Jérémy Lepellet, avec qui, voilà, je le disais tout à l'heure, j'ai fait tous mes courts-métrages avec lui. Et voilà, on essaye au fur et à mesure de se professionnaliser à chaque fois, de penser à chaque fois d'autant plus la lumière, la création visuelle ensemble. Alors après on est toujours confronté aux aléas de la technique, aux aléas des budgets. Souvent nos premières idées ne sont finalement pas celles qu'on a à la fin, mais on essaye à chaque fois de travailler de plus en plus la lumière dans un principe technique et artistique. C'est quelque chose qu'on creuse de plus en plus. Et justement, il y a une question qu'on se pose quand on regarde ce court-métrage, c'est qui sont ces personnages, voilà, qui sont derrière les acteurs, voilà. Est-ce que finalement c'est des avatars? On en parlait justement avec un ami, avec Louis. Est-ce que c'est des avatars? Est-ce que c'est le bien, le mal? Enfin, c'est ce que je pense, hein. Il y a une sorte de vision un peu manichéenne. Et est-ce que voilà, ce sont des doubles des personnages, mais qui sont peut-être une autre conscience? Est-ce que votre point de vue sur ça finalement, ces personnages? Quand il est toujours question de donner du sens à quelque chose dans un film, j'aime ne pas non plus à chaque fois y répondre entièrement. Body language est encore un exemple de ça où ça prête à l'interprétation. Depuis l'avoir montré, j'ai eu beaucoup d'interprétations différentes, ce qui pour moi est toujours intéressant dans les films, c'est de discuter ensemble d'une base et de dériver après sur d'autres sujets. Et à chaque fois c'était des interprétations différentes, donc effectivement les doubles, les avatars, les mots changent mais finalement le sens est le même. Une interprétation une fois que j'ai eue qui était assez marrante, qui était en fait, par exemple pour Maxine, son indien était peut-être l'idéal masculin qu'elle cherchait. Donc après voilà, chacun interprète un petit peu à son sens, à son vécu, à sa façon de voir, et c'est ça qui est génial, je trouve, dans le cinéma en général. Après, mon point de vue, moi mon idée c'était plus ce qu'était la personne en elle-même, au plus profond d'elle-même en fait. Maxine est au fond d'elle un indien un peu ténébreux, et Sacha au fond de lui était voilà, une ballerine gracieuse. Et c'est vrai qu'il y a ça, et puis c'est surtout le travail des acteurs. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots justement sur ce travail des deux acteurs? Il y a même 8 comédiens. Oui, des 8 comédiens. Il y a 8 comédiens, donc 4 acteurs principaux, et leur alter ego en fait. Et ça devient une troupe de 8 personnages principaux finalement. Et donc comme je disais tout à l'heure, l'idée principale de Body Language était de travailler donc la direction d'acteurs. Donc c'était vraiment très intéressant de travailler avec ces 8 comédiens, donc, qui en plus sont vraiment très très variés dans leur façon de jouer, de représenter leur propre personnage. Donc oui, non, c'était un grand plaisir de travailler avec eux. Et on a travaillé d'ailleurs aussi à certains moments avec la musique. Musique composée par Marc Bourg, avec qui voilà, on commence à avoir une collaboration très intéressante et amicale aussi. Donc on avait fait des répétitions voilà, en musique et aussi un petit peu en mouvement pour régler des petites choses. On va en reparler tout à l'heure de la musique. Ouais. Les lieux de tournage, j'ai vu que vous avez tourné à Lille, dans le Vieux-Lille, et vous avez tourné aussi en fond vert. Alors expliquez-moi un petit peu pourquoi vous avez tourné à Lille et pourquoi utiliser le fond vert. Alors le fond vert, j'ai un petit peu la particularité de vite tomber dans l'imaginaire sur mes créations, donc des fois on ne peut pas forcément toujours filmer ce qu'on veut. En l'occurrence, là nous on a tourné en fond vert
pour une séquence de forêt un peu fantastique avec qui on termine le film. Donc ça voilà, sans trop révéler la fin, la ballerine est par exemple au sommet d'un arbre, donc il est assez compliqué de monter un nid dans un arbre, de faire monter la comédienne, donc par facilité effectivement on tourne sur fond vert. Après ça crée d'autres contraintes par contre. Après le choix de l'île, c'est une ville celle où je vis. Maintenant effectivement c'est bourré de décors assez différents. Body Language étant un conte, on a essayé de trouver dans l'île des endroits qui pouvaient voilà, tenir le conte. De toute façon, généralement, dans mes projets, je suis très attaché au décor en fait. Souvent, même d'ailleurs, des premières idées partent d'un décor. Très attaché au décor, oui, et à la musique aussi. Et vos courts-métrages ont une certaine musicalité, on peut le dire. Dans le montage et aussi dans le rythme. Il y a toujours l'importance de la musique. Et comment, voilà, vous êtes musicien, on voit un petit peu la guitare, le clavier, donc cette oreille, voilà. Vous avez cette oreille de la musique. Oui, peut-être. Après, je suis un musicien tardif, encore une fois autodidacte. Mais par contre, c'est pas du tout moi qui fais mes propres musiques. Mais non, la musique, par contre, a toujours été importante dans mes projets, pour plusieurs raisons. Même si je le fais moins maintenant, j'écoutais beaucoup de musique sur toutes les phases de préparation de mes projets. Ça permet de rendre la narration, comment dirais-je, plus de construction peut-être, plus dans l'imaginaire toujours. Voilà, mes projets partant finalement souvent de l'imaginaire, la musique permet ça d'amener quelque part, de sortir toujours un petit peu du réel et d'emmener les gens complètement ailleurs. Et il y a une idée où voilà, la narration musicale sert le film, sert les personnages, sert le sens, sert le genre, sert les thématiques. Donc c'est toujours